Bonsoir à tous et bienvenue sur Nos émotions et nous. Bienvenue. Ce soir, je suis avec Elisa Boileau. Je suis avec Elisa pour parler de se reconstruire après un abus. Coucou Elisa. La semaine dernière, j'étais avec Delphine Leclerc pour recoudre ça. J'avais pas le bouquin, ça y est, je l'ai reçu, je suis très contente. Voilà, quand la vie bascule dans l'horreur du voilà, de l'inénarrable, de l'impensable, de l'indicible. C'est ce qu'on va voir aussi ce soir avec Elisa. Elisa qui est sur des lives, entre autres. Voilà. Bonsoir à tous et merci d'être là, c'est chouette. On va parler de se reconstruire. Coucou Elisa. Tu vas bien? Bonsoir, Ouais, ça va. ça va très bien, merci. Ça fait plaisir de te Bonjour. voir. Salut Constance. Salut Loïc. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Ouais, c'est C'est chouette. chouette de vous avoir. Parce que Non. c'est pas un sujet facile ce Et je soir. disais, je sais pas Ouais. je sais pas si tu as eu l'occasion de voir. J'étais avec Delphine Leclerc la semaine dernière sur le compte Recoudre ça. Je l'ai rencontré il y a un an suite à son histoire Ouais. voilà, de traumatisme suite à à son deuxième accouchement. Et on a fait le check. Je sais pas qui te dit coucou, mais coucou. Bonsoir Loïc. Ouais. C'est Loïc. Et donc Salut. voilà, on est dans la continuité du stress post-traumatique et du voilà, de la douleur de l'âme, du cœur, de la chair et de tout ce qu'on peut reconstruire après. Voilà. Ouais, puis je pense que dans cette reconstruction-là, toi, tu as une place géante parce que je dis souvent que l'arnica, c'est quand tu as des bleus sur le corps, quand tu tombes et que tu te fais un bleu, quand tu as un bleu à l'âme et un bleu à l'émotion, bah, en fait, c'est les Ouais, fleurs qu'il faut prendre parce que c'est ça qui c'est marche la le voie mieux. royale hein, Et donc, mais après tu vois moi j'étais avec une cliente aujourd'hui que je ne connais pas hein, qui est une cliente qui vient en virtuel puisqu'elle est dans un autre pays et voilà et les stress arrivent et la parole elle est importante aussi même si on prend pas les fleurs des fois tu vois là, juste de poser un espace requis pour pouvoir échanger et exprimer ce ouais. que l'on ressent. Ça fait partie aussi du taf et du job des fleurs de bac et de ce moment très privilégié où on arrive aussi à, à comprendre le mécanisme de ce qui est. Alors toi, je sais qu'on arrive dans ton cabinet et qu'on se pose et qu'on s'allonge et qu'on dit Elisa, fais un truc pour moi, j'en peux plus. Alors, non, ça, Entre c'est ce que autres. tu crois. Vas-y. Mais Fais oui, non, mais garagiste. l'âme, elle est touchée aussi par le corps. Hein. C'est non, mais c'est un véhicule, hein, donc voilà. Oui, Mais oui, tu as raison, bien sûr. Et moi, j'ai dégainé le rescue, la crème. Et évidemment, j'ai mes fleurs parce que. Mais c'est en fait, tu sais, ce que je trouve génial là-dedans, c'est que et c'est ce qu'on découvre aussi ensemble. C'est un vecteur en fait, les fleurs. Tout comme toi avec l'ostéopathie. Tu vois, ce sont oui, c'est alors, ça. on va pas appeler ça des outils, mais ce sont des rencontres d'âmes. Tu sais bien que les gens qui viennent chez toi dans ton cabinet, au-delà de tes fonctions, il y a quelque chose qui est tout à fait unique et singulier dans ces moments-là. Et c'est pareil pour moi. Et donc, on est des garagistes de l'âme à nos façons. C'est ça. Oui, enfin, c'est-à-dire que ce qui se tisse dans la séance, surtout dans des moments aussi forts et aussi importants que les Bien sûr. grossesses, que le postpartum, que aussi les post-traumatiques, ben, en fait, c'est tellement dans la profondeur de l'émotionnel, c'est tellement gravé Complètement. à l'intérieur des tissus, c'est tellement il y a tellement d'impact sur la vie en général que forcément, ça va avoir un impact complètement démesuré. Enfin, genre, une fois qu'on a pu s'enlever le traumatisme ou en tout cas les effets
négatifs bien qui sûr. polluent même des années et des années et des années après, bah, c'est une libération énorme parce que déjà parce qu'on des fois on a perdu un peu Bien le sûr, la bien foi, sûr. j'allais dire un peu, tu vois, parce que tu crois que une fois que c'est cassé, tu crois que c'est perdu, que tu n'arriveras plus jamais à être toi. Alors tu seras pas comme avant, mais tu seras quand même toi. Et le fait de pouvoir traverser ces traumatismes-là, ça va aussi les transcender. Ça va te permettre de ressortir encore plus authentique qu'au départ. Alors, ça ne veut pas dire que forcément pour travailler sur soi, il faut être traumatisé, mais souvent pour aller enlever des couches, il faut être motivé. Et c'est vrai que c'est pas si simple quand il n'y a pas de. C'est vrai qu'on souvent c'est les traumatismes qui nous font Ben, avancer dans la vie. ouais, et Hein. en Enfin, même je sais pas temps, ce que tu en penses, tu mais vois, j'ai envie de répondre comme un espèce de double effet qui se coule. Il y a la personne traumatisée qui sait qu'elle est traumatisée, elle va venir justement essayer de comprendre comment elle peut s'en sortir avec ça, hein, justement. Et il y a certaines personnes, et je sais que toi, tu sais ton job aussi, de soulever le lièvre du traumatisme, et la personne n'est plus du tout dans cet état de conscience, elle est coupée de ce traumatisme, il réémerge ouais. et de se dire, ah oui, je prends conscience que j'ai été traumatisée et que j'ai vécu quelque chose qui a laissé des séquelles. Et donc, j'explique le chemin parcouru aussi du ça à maintenant. Et je comprends mieux qui je suis maintenant parce que j'ai vécu ça. Parce que, et tout est lié de toute Oui. façon. Voilà, c'est une palissade. Hein, mais Et puis cet complètement. événement-là va aussi m'obliger à verbaliser, à dire des choses. Et tout ce processus-là qui va être finalement réparateur va être vraiment à la base de Complètement. Ouais, aussi la complètement. voie de la guérison, j'ai envie de dire. Complètement. Et de se reconnaître des fois dans un statut de victime aussi. On y met ce qu'on veut derrière le mot victime, hein, mais sans être forcément dans cette sacralisation de la victimisation, juste de se reconnaître en tant que tel, ça fait partie aussi du processus de guérison, c'est évident, c'est certain. Ben, c'est clair. Ouais. Donc ouais, on va dire que si on rappelle quand même juste pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes d'avant, en termes de chiffres, hein, en France, en pédocriminalité, on en est à un enfant abusé sur 4. Donc c'est encore tellement trop, voilà. Et un enfant sur 4, il faut en parler, quoi. En fait, c'est pas possible de pas le verbaliser, de pas le dénoncer, et c'est souvent aussi ça qui va, le passage à la parole, qui va aussi permettre de pas de l'oublier, hein, parce que ça s'oublie pas, mais par contre de pouvoir vivre avec et s'en sortir sans être pollué par ce qui s'est passé, en fait. Alors justement, parce que le thématique ce soir, c'est se reconstruire après un abus, ça dépend de ce que l'on met derrière le mot abus, c'est pour ça que j'ai Ouais. parlé de Delphine, parce que là, il y a aussi un abus. J'ai eu aussi des clientes qui ont vécu en mémoire aussi traumatique après des situations auxquelles elles n'étaient pas confrontées, des mémoires aussi qui ressurgissent d'abus, et là pour le coup d'abus sexuels aussi. L'abus, il peut y avoir Ouais. des abus d'adultes, comme l'âge de Delphine, qui est une adulte, hein, mais qui a été abusée dans sa chair et dans son corps de façon adulte, dans un acte chirurgical a priori anodin, comme un accouchement, et qui a été aussi Ouais. vécu comme un Bah ouais. abus traumatique et qui est aussi un abus sexuel. Ah bah, il y a un abus. Quand il n'y a pas quand il y a pas de consentement, à partir du moment où le consentement n'est pas là, que ce soit n'importe quoi, c'est un abus en fait de transgresser l'intégrité de quelqu'un. Même si c'est son espace de vie, même si c'est et même si c'est son travail, même si c'est en fait c'est vraiment ça, on va beaucoup parler de limites ce soir et de poser ses limites aussi, de comment ça vient chercher chacun de nous dans j'ai besoin d'exprimer au fur et à mesure tout ce qui me pose souci. Et c'est parce qu'on exprime des limites, des petites limites, on va dire,
que les grandes ne vont pas être franchies. Parce que si on se fait raboter les limites dans le couple, dans la famille, au travail, et ben finalement, on apprend à se faire un peu maltraiter. Et c'est quelque chose qui va faire comme la voie royale à l'abus avec un grand A, quoi. L'abus de pouvoir, l'abus. C'est vraiment comme ça que ça se déroule, en fait. C'est parce que tu as appris à te faire abuser petit que finalement les conséquences sont de plus en plus catastrophiques à la fin Alors, du c'est là temps. la frontière et la limite entre ce qui est possible et acceptable de poser comme limite. Il y a la loi, il y a la limite, et puis il y a ce que l'adulte aussi de nous savons et qu'on laisse permettre de l'autre. Et notamment, c'était la consultation que j'avais aussi aujourd'hui avec cette personne qui se sentait abusée d'un pouvoir de l'autre, mais en fait, c'est parce qu'elle remettait son propre pouvoir entre les mains des autres, en fait. Hein. Et ça, c'est un abus dont on est aussi participatif. C'est très inconscient aussi chez nous, mais il y a des moments. C'est un Exactement. abus sur soi-même. Exactement. En fait. Et c'est ce On que peut je lui faisais s'abuser soi-même, comprendre. en Et fait. elle était assez. Ça lui a explosé au cerveau. Après, pourtant, des psychothérapies, des trucs et des machins. Et j'ai dit, bah ouais, mais là, on en est là, en fait. Hein. Là, on est comme un enfant et on remet le pouvoir de l'autre sur nous et on laisse à l'autre abuser de notre propre pouvoir. Ouais. Et l'autre, il n'est qu'un vecteur pour nous montrer à quel point on est dans l'incapacité de poser cette limite-là et de reprendre notre propre pouvoir. Et là, pour le coup, bah, je vais parler de Santori, mais on est vraiment là-dessus, c'est-à-dire cette fermeté, ce non négociable, de ne pas se laisser non plus maltraiter, parce que c'est une maltraitance qu'on se fait aussi à soi-même. Et c'est pour ça que je pose des limites par rapport à ce que je dis, parce que quand on est enfant et qu'on est abusé, il n'y a pas à poser ses limites, c'est l'adulte qui doit poser des limites, on est d'accord, hein, non. Je reprends le fil. Non, il n'y a pas de consentement chez l'enfant, en fait. Hein, l'enfant doit être respecté, l'enfant est sacré, et l'enfant doit être protégé, en fait. Et l'enfant n'a rien à voir avec quel que soit ce que l'adulte peut imaginer, avoir envie, quoi que ce soit. L'enfant se respecte de base, en fait. Mais ça part par respecter le corps de l'enfant, ça passe par aussi, même dans les soins. Moi, je fais beaucoup de soins sur les enfants, notamment chez les garçons, par exemple, phimosis, tu vois. Je vais travailler sur la peau du prépuce et bah, je vais toujours être très très clair avec l'enfant pour lui dire voilà, est-ce que je lui explique tout ce que je fais et je vais lui dire voilà, il y a une situation où on peut faire de la chirurgie parce que normalement on enlève la peau qui est rétrécie pour pouvoir libérer le passage du gland et décaloter quoi. En gros, si les petits forcent, ça fait super mal et ça ça continue à développer cette pathologie-là. Si on le travaille en ostéo avec des techniques de cicatrices très très claires, ça va pouvoir refaire assouplir la peau et permettre un passage naturel sans avoir besoin de décaloter, de faire la circoncision. Donc, ça peut être aussi intéressant pour l'enfant, pour sa future sexualité. Il n'y a pas les mêmes perceptions. Voilà, donc c'est vraiment, moi, pour les soins, c'est particulier parce que je n'impose jamais à un enfant quoi que ce soit. Et ça commence par là, c'est-à-dire, c'est pas parce que c'est pour son bien que c'est légitime. Et s'il n'est pas OK, ben il n'est pas OK. On le fera la prochaine fois ou on fera autrement ou on va lui expliquer. Et ça se respecte. Un enfant qui n'a pas envie d'embrasser ou d'être pris dans les bras, ben là aussi, même si pour certains adultes ou les vieilles générations, c'est confrontant, qui disent bonjour, oui, c'est la politesse, mais qu'on le force à faire un bisou, à avoir un contact physique, s'il n'est pas OK, c'est important de pouvoir respecter ça. Après, ça ne veut pas dire que
il faut non plus un enfant qui n'a pas envie de contact jamais, qu'il ne faut pas aussi non plus s'en occuper. Parce que ça doit pouvoir être libre, en fait, le contact, et choisi. Et donc, si l'enfant, il choisit les personnes avec qui il peut faire un bisou, c'est OK. Mais s'il veut jamais avec personne parce que ça l'effraie, bon, bah là, il faut le travailler, puisque ça peut peut-être être la peur des parents, ça peut peut-être être justement des abus pas traités qui vont se répercuter sur le comportement des enfants. Je dois être vigilant et être à l'écoute de ce qui se passe et le remettre dans le contexte. Hein. Ouais, c'est ça. Donc c'est sûr que après, quand on n'arrive pas, quand il y a eu un traumatisme, des fois, la sidération fait que le non, justement, dont tu parlais, il n'est pas accessible. Donc, il va falloir faire un travail de libération à la fois du tissu, à la fois s'il y a eu de la chimie avec, et à la fois l'émotionnel qui a été blessé, pour pouvoir libérer tout cet espace-là et permettre à l'individu de retrouver une certaine liberté et une certaine autonomie de dire une fois qu'il est adulte, ça oui, ça et non. pour ça retrouver oui, cette liberté, cette autonomie, il faut être dans un état de confiance et de sérénité. Parce qu'on a eu peur. Ouais. Et dans les moments de sidération, c'est la peur qui a pris le dessus aussi. Et quand on a eu très très peur, c'est très délicat de retrouver cette confiance parce que les warnings, tout de suite, ils reviennent sur le mode opératoire du danger. Donc, danger, ben voilà, je suis pas en capacité de retrouver cette facilité, soit d'état de conscience, soit de prise de conscience, soit de parole libérée, parce qu'on est encore dans cet état de sidération, de traumatisme. Alors, moi, j'ai deux fleurs. Hein, ben, j'ai, voilà, Rock Rose, qui est l'état de terreur. On voit bien que la fleur là, elle est quand même très parlante, je trouve. Donc, c'est de l'hélianthème. On voit comment elle est complètement offerte, comme si elle était vraiment figée, quoi. Et puis Star of Bethlehem, qui sont tout ce qui est stress post-traumatique, tous les deuils, les chagrins, tous les chocs, toutes les douleurs, toutes les tristesses, et tout ce qui est resté au stade initial, en fait. Hein. Ouais, tout à fait. Et donc, il y a aussi un peu de clarté. Des fois, tu sais, il y a de la confusion. C'est-à-dire que même chez certains adultes, il peut y avoir aussi, je sens que c'est pas tout à fait OK, mais comme je suis pas sûre de ce à quoi j'ai droit ou de ce que je peux dire, j'ose pas, je m'autorise pas à vraiment, j'arrive pas à faire le tri et je Ouais. suis perdue, en fait. Et dans la perte, justement, c'est quoi l'enjeu derrière, en fait, pour cette personne-là? C'est de poser des limites ou c'est de se faire confiance à soi-même? Ouais. Ouais, c'est de se faire confiance à soi-même souvent. Tu vois, c'est d'avoir peur de vraiment être dans je vais soit faire mal à l'autre en disant non, soit me trahir ou trahir l'autre, avoir l'impression de ne pas Ouais, être alors il à peut la y avoir place du juste, Santori, quoi, comme tu je l'ai vois. évoqué tout à l'heure, par rapport au fait de prendre sa place et de s'exprimer. Bon, après, c'est toujours pareil, tu me connais, il faut tirer le fil parce il y a toujours des sous-couches à Ouais. tous ces trucs-là. Et dans ce manque de clarté, et dans Bah ouais, c'est ça. ça peut participer aussi à ce flou artistique du je sais pas, avec justement la sidération, parce que c'est toujours une espèce de brouillard, un voile qui se lève en fait, hein, quand il y a un stress post-traumatique. C'est pas quelque chose des fois de très clair. Hein. Et même dans cette clarté, il y a toujours quelque chose de derrière qui est de l'ordre de la confusion, du est-ce que je l'ai vraiment vécu comme ça? Est-ce que je l'ai pas interprété? Est-ce que c'est pas moi qui en fais? Est-ce que je l'ai Est-ce pas, que j'ai pas inventé? Est-ce que pas je l'ai pas trop? rêvé? Est-ce que ça s'est Complètement. pas passé sur quelqu'un d'autre et pas sur moi? Tu vois? Est-ce que je l'ai pas grossi? Est-ce que j'en ai pas fait trop par rapport à cette histoire? Parce que l'entourage, des fois, a une autre version aussi. Ouais. Et du coup, ça sème le doute aussi Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, c'est ça. Est-ce que je vais pas être traitée de menteuse? Est-ce que je vais pas est-ce qu'on va pas me dire que je l'ai cherché? Ou est-ce que vraiment il y a tout un espèce de choses qui empêchent que ça sorte vraiment, en fait.
comme si c'était un tabou, un non-dit. Et du coup, plus c'est tu, plus c'est toxique Ben, à ça l'intérieur. participe au stress post-traumatique. C'est parce que tant qu'il n'y a pas cette clarté-là et cette révélation, ça reste diffus, ça reste confus, donc ça reste tabou, donc ça entretient aussi le stress. Et puis il y a cette forme d'anxiété et de crainte qui peut être là, latente. Je pense notamment à Aspen, qui est cette espèce d'inquiétude et de peur dont la personne va dire mais je comprends pas pourquoi, mais je suis toujours dans un état, tu sais, des fois ça peut être même carrément à sursauter alors qu'il n'y a rien dans la pièce. Mais il y a toujours cette forme aussi d'inquiétude qui peut être sous-jacente, latente, et qui participe bien sûr à ce truc de se dire mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe en moi, je ne devrais pas être concrètement, je n'ai aucune raison d'être tout le temps dans cette forme d'insécurité finalement. Ouais. Et c'est surtout que dans les relations d'après, alors il y a aussi se reconstruire après un abus, Mais est-ce complètement. qu'il est conscient ou pas conscient, tu vois? Parce que en fait, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont fait une amnésie après le traumatisme. Donc, il y a plein de patients qui comprennent pas pourquoi, par exemple, dans leur sexualité, ça va pas, alors que finalement, tant qu'on n'a pas réalisé le traumatisme, ça va être difficile de se reconstruire, puisqu'il y a une espèce de déni autour de. Pas Alors, conscient. un déni pas du tout enfin inconscient et incontrôlable, en fait, parce que on ne choisit pas d'être dans le déni ou pas d'être dans le déni. Il s'installe le déni quand on est petit pour supporter l'insupportable et il va se lever que quand la personne sera, on va dire, apte à intégrer d'autres choses. Mais tant que la personne elle peut pas, ben en fait le voile du secret reste. Et donc ça va venir impacter la sexualité à long terme d'une façon très variable. Hein. C'est-à-dire que il y a des femmes qui sont hyper consommatrices, d'autres qui sont complètement bloquées, d'autres qui ont l'impression que c'est normal, mais en fait elles sont pas là, elles sont complètement dissociées. D'autres c'est dans la douleur, donc il se passe rien. Donc en fait c'est assez, t'as tout un panel de troubles qui vont vraiment être d'un extrême à l'autre. Moi, je préfère pas de sexualité du tout. Enfin, je suis pas, je suis quelqu'un où j'ai pas besoin de sexualité dans ma vie. Bah forcément, si ça a été traumatisant, t'as pas besoin de violence. Mais en fait, euh, c'est comme, je sais plus sur quel dessin j'avais vu ça en disant, c'est pas parce que tu te prends un coup de pelle que tu appelles ça du jardinage. Effectivement, la sexualité, quand ça a été violent ou l'abus de pouvoir, parce que ça a été un abus d'autorité ou on s'est senti écrasé par l'autre ou qu'il y a eu beaucoup de choses où la personne a été annihilée, bah en fait elle va complètement virer de sa mémoire pour pouvoir essayer C'est de se exactement mettre ce en que mode je voulais survie, dire quoi. depuis tout Mais à en l'heure. fait, On c'est n'est qu'en pas. mode survie dans ces moments-là. Voilà. C'est pour ça qu'on n'est pas confronté au problème. On ne peut pas se confronter. Même quand on se Bah confronte, ouais. de toute façon, il y a une espèce de soupape de sécurité qui fait que de toute façon, ça ne s'ouvre pas. Et ça s'ouvre que quand il y a de la confiance et que c'est comme s'il y a quelque chose qui nous poussait aussi à lever ce voile, mais parce qu'on sait qu'avec cette personne-là, c'est possible. Alors, ça peut être un conjoint, une amie, ça peut être un thérapeute, ça peut être voilà, son ostéopathe. Euh, mais en tout cas, quand ça arrive, c'est qu'il y a quelque chose qui est prêt évidemment à se laisser émerger, parce que sinon, on aurait tous conscience de tout le temps. Ouais, bah ouais, c'est ça. Moi, je sais que je travaille beaucoup en collaboration dans ces cas-là. C'est-à-dire s'il y a une grosse émotion qui va remonter pendant la séance, ben je vais pas hésiter à te les envoyer à toi. Si c'est plutôt le déni ou que je sens que bah, la patiente elle a l'impression ou le patient a l'impression d'avoir pas tout à fait toutes les infos ou d'avoir une partie ou d'avoir des bribes de souvenirs,
bah, je vais aussi travailler avec quelqu'un qui est spécialisé en amnésie traumatique. Hein. Peut-être qu'on vous mettra les coordonnées des gens sur les commentaires après la vidéo, hein, si tu veux bien. Et si ça vous intéresse, c'est vraiment intéressant de pouvoir échanger parce que on va voir que le travail émotionnel de soi à soi, ça va être important. Hein, donc en séance d'ostéo, en fleurs de bac, tout ça. Mais aussi le travail de reconstruction, il va passer par la parole avec les autres, notamment les parents qui sont censés être responsables ou qui sont qui doivent être dans l'empathie par rapport à quel que soit l'abus, si c'est un abus de pouvoir, si c'est l'abus de biens, si c'est un abus c'est vraiment important de pouvoir se faire reconnaître dans sa souffrance, quel que soit l'âge, quel que soit le statut. C'est le premier pas vers la guérison, à mon sens. Évoqué tout à l'heure avec le statut de victime. Alors, je sais que ça peut être un peu pénible à entendre ce mot-là, mais en même temps, des fois, il faut aussi appeler un chat, et on n'est pas forcément responsable de tout. Et donc, on ne s'est pas forcément mis dans la gueule du loup, entre guillemets, voilà, de façon fortuite. Non, et après, c'est-à-dire, c'est pas un statut qui doit être temporaire, le statut de victime. C'est pas une posture. Là pour être. Oui, c'est pas une posture, c'est un état de fait, en fait. Donc c'est ok. Une fois que c'est reconnu, c'est sécurisant aussi de se dire que il y a une partie de la douleur qui, alors elle sera pas forcément amoindrie ni levée, mais elle sera reconnue et on pourra lui poser un nom dessus, en fait. Oui, c'est ça, en fait. La reconnaissance de la douleur va permettre un accès à la résilience. Et ça, à partir du moment où on entrevoit la lumière, de se dire, ah oui, en fait, comment je peux ne plus que ça m'arrive et faire pour que je me sente en sécurité à l'intérieur de moi-même, ça va changer la donne. Et le fait de verbaliser et de pouvoir le poser à ses proches, son entourage, à pouvoir vraiment lâcher la honte et l'humiliation, peut-être, parce que c'est aussi ça, la honte y a et l'humiliation. Pas pour ça, mais oui, parce que par contre, moi, ce que ça me fait penser à une cliente que j'avais, mais c'était aussi en sophroanalyse, hein, d'avoir justement levé le voile sur son histoire personnelle au sein de la famille, et elle l'a fait tout en douceur, sans stigmatiser qui que ce soit, et voilà. Mais ça a levé aussi des discours au sein de la famille qui eux-mêmes se sont reconnus dans ces propos. Donc après, il faut mettre du temps pour ça, mais ça c'est la fleur pagne, justement, la fleur de ce qu'on appelle la culpabilité, les reproches et tout ce qu'on va, toutes les remises en question qui vont être liées autour de cette prise de conscience. Et c'est clair que ne pas avoir de la bienveillance par rapport à soi-même quand on a des souvenirs qui remontent et d'accepter que finalement la personne qu'on était il y a 10 ans s'est peut-être fait piétiner par un compagnon, un collègue de travail, un hiérarchique, que sais-je. Mais en tout cas, d'accepter de se dire, en fait, là, si je peux me réaliser aujourd'hui que je suis pas à ma place et que je vais pouvoir avancer sur ça et ne plus jamais me laisser piétiner dans ma vie, c'est le premier pas vers quelque chose qui va être beaucoup, beaucoup plus lumineux pour la personne. Et donc, je pense que ce qui va faire la différence, c'est d'arriver à accepter de regarder ce qui s'est passé en face pour pouvoir, et sa part de responsabilité, pour pouvoir commencer à changer soi-même. Et finalement, on se rend compte, tu vois, c'est par rapport au statut de victime, c'est ça en fait. C'est d'arriver à se dire, ah tiens, en fait, qu'est-ce que je peux, moi, bouger pour pouvoir, sachant que, comme tu le disais, c'est probablement quelque chose de transgénérationnel qui s'est installé et qui va prédisposer les gens aussi dans leur lignée à subir tel ou tel traumatisme, en fait. Comme si ça se répétait, hein, on parle de karma, mais en fait, comme si ça se répétait
de mère en fille, de père en fils, et que finalement le circuit infernal ne pouvait pas s'arrêter, quoi. Alors que bien sûr que si. En fait, c'est justement l'objectif du travail sur soi, c'est de pouvoir carrément dire ok, ça s'arrête avec moi. Et ça, okay. Et ça, on en a le pouvoir et on en a la possibilité. Et c'est là où justement ce statut de victime, entre guillemets, il dépose les armes parce que le truc, c'est pas simplement voilà, de se reconnaître en tant que victime de fait, mais pas de se comporter comme cette victime qui va, comment dire, laisser le pouvoir aux autres aussi et comment dire, se victimiser dans le sens où c'est pas ce qui va reconstruire la personne non plus, parce que quand on reprend son propre pouvoir aussi par rapport à son histoire, c'est aussi le regard qu'on va porter sur l'histoire qui va nous faire nous reconstruire. Parce que les faits sont là, c'est acté, c'est ok, mais après, qu'est-ce que j'en fais? Et ça c'est du pouvoir personnel. Et ouais. Après, j'ai envie de dire aux gens, pardon, je te coupe, mais j'ai vraiment envie de dire aux gens qui ont été victimes d'abus, sur eux, sur leur corps ou sur leur esprit, de pas rester seul. Parce qu'en fait, en même temps, de sortir de ce statut de victime, ça demande une énergie faramineuse. Et que plus vous serez aidé, plus vous serez accompagné dans cette démarche-là, plus ce sera possible et accessible de faire le switch pour arriver à vraiment ouvrir ses capacités de résilience. De la victimisation et de l'apitoiement sur soi, sur un acte posé et reconnu comme étant un abus, c'est Willow. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de... J'en parle très bien parce que je la connais bien, cette fleur, pendant des années. Enfant, j'ai été dans ce statut de fait enfant, mise dans une situation de victimisation. J'ai rien généré pour ça, c'est la vie qui a voulu ça. Alors c'était pas un abus sexuel, hein. J'ai été mise en nourrice, moi, donc tu vois un peu à une forme d'abandon quand même par ma mère, donc séparée de mon père aussi, et j'ai joué aussi de ce statut de victime toute mon enfance et mon adolescence pour me faire aimer, pour me faire reconnaître en tant que victime, et donc apitoyer les gens aussi avec mon histoire personnelle. Donc ça peut être aussi des jeux de manipulation, tu vois, pour essayer. Moi, c'était ma façon de me reconstruire, de me dire que si j'étais victime, j'étais plus aimable que si j'avais une vie entre guillemets lambda. Alors que j'étais victime de fait, c'était même pas la peine d'être victime. Je l'étais, quoi qu'il arrive. Mais quand j'ai compris que j'étais de toute façon victime de fait, le truc il a basculé direct, tu vois. Mais j'avais pas les armes non plus quand j'étais môme, comprendre cette histoire-là. Et ouais, c'est ça. Quand on est petit, c'est difficile parce qu'on se fait embarquer dans des systèmes qui sont bien plus grands. C'est toute la systémique familiale qui s'impose à l'enfant, et du coup, il se fait un peu avaler par les choses difficiles qu'il traverse et il n'a pas eu beaucoup. Il n'a pas beaucoup d'options, l'enfant. Il n'y a pas eu voilà, je parle de mon histoire, mais dans mon cas précis, il n'y a pas eu d'explication au-delà de ça. C'est-à-dire, il n'y a pas eu la part psychologique et les conséquences que ça pouvait avoir aussi sur moi. Et donc, sortir de cet état de victimisation, c'est aussi reprendre son propre pouvoir, re-regarder aussi l'histoire avec un regard extérieur. Même, alors, je ne fais pas forcément de constellation familiale, mais j'en fais un peu d'analyse transactionnelle dans ce que je fais dans mon travail, mais c'est aussi regarder le regard du parent ou de l'abuseur avec son propre regard à l'intérieur, pour voir aussi comment l'autre se met dans cette posture-là, et de sortir de cette triangulaire aussi de victime, bourreau, sauveteur, et de se sortir aussi, quand je dis reprendre son propre pouvoir, c'est vraiment reconstruire son histoire, et de ne pas remettre non plus le pouvoir dans l'autre qui va nous aider à en sortir. Alors, soit on a besoin d'aide, mais ce chemin-là, c'est un chemin personnel aussi. Même si on tient la main de son thérapeute, etc., c'est quand même un chemin qu'on va faire soi-même. J'ai envie de te dire, pour moi, c'est important justement, même en ostéo, tu vois, de faire sentir aux patients que c'est eux qui se soignent finalement. Nous, on est vraiment un support,
et dans une démarche, on va dire, essentiellement pédagogique pédagogique, un c'est peu, tu clair. vois. C'est clair. Pour moi, c'est pas, je suis pas ostéopathe pour remettre les os en place et faire du forcing pour remettre tout le corps dans l'alignement ou je vais aller justement plutôt dans ce que va me dire le corps et dans ce que va me raconter vraiment les tissus de l'enfant ou de l'adulte pour arriver vraiment à chercher le chemin le plus juste pour l'aider à hop, pouf, libérer ses potentiels et le laisser exprimer sans avoir justement ces freins dont on parlait, de secrets, de tabous, de victimes, de cicatrices. Même les cicatrices, tu vois, je vois quand je travaille, moi je parle beaucoup d'abus sexuels parce que avec mon travail d'ostéo, c'est vraiment et au niveau de la périnatalité, c'est vraiment quelque chose que j'aborde fréquemment. Puis pour les accouchements, c'est-à-dire que quand il y a eu un abus sexuel, ben la façon la plus simple de squeezer le travail sur la zone de la sexualité, c'est d'avoir une césarienne, par exemple, tu vois. Et donc, bah, ça ne veut pas dire que tous les bébés qui sont nés par césarienne, entendez-moi bien, sont forcément avec des mamans victimes d'abus, mais c'est aussi une option qu'il faut avoir à l'esprit et se dire, ben tiens, est-ce que ce cas-là est possible ou pas? Et est-ce que ça vient dire quelque chose de mon histoire à moi ou de l'histoire de la famille et c'est vrai que le fait de libérer les cicatrices dans toute la sphère gynéco, même s'il y a eu des interventions au niveau des accouchements, par exemple un forceps ou quelque chose une épisiotomie, et ben ça va aussi permettre un accès différent à un autre regard. Tu vois, tu parlais d'un éclairage différent, mais c'est vraiment ça. Tu vois, je me souviens d'une femme où je travaillais sur sa cicatrice d'épisiotomie. Et en fait, quand elle me dit ah, j'ai envie de vomir, je suis vraiment pas bien, je sais pas ce qui se passe. Et donc je lui dis bah Écoute, ferme les yeux et dis-moi la première image que tu vois par rapport à justement cette sensation désagréable, un peu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'on lui recousait le périnée, il y avait l'anesthésiste qui avait été appelée pour le forceps, parce qu'elle avait eu un forceps, je crois, ou enfin une intervention en tout cas. Il y avait l'anesthésiste qui regardait sur le bord du chariot. Il était posé, il était avec son collègue, donc il devait discuter ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, il regardait le périnée de cette femme d'une façon qui n'était pas tout à fait appropriée par rapport à la scène qui se déroulait et par rapport à et cette femme-là, comme c'était à l'hôpital au CHU, elle n'a pas osé dire voilà, ça me dérange, est-ce que vous pouvez partir je comprends pas pourquoi vous regardez mon périnée comme ça. Est-ce que vous pouvez arrêter de regarder, vous mettre de dos si vous êtes obligé de rester dans la salle? Mais en fait, il faudrait vraiment expliquer aux femmes qu'elles ont le droit aussi de demander. Là, ça me dérange, je préfère que vous sortiez parce que ça aussi, ça peut être un abus. Hein. Pour les accouchements, on dit il faut que la femme elle se sente en sécurité aussi, pas observée. Ça montre à quel point le fait du regard, si c'est un regard qui est transgressif, il peut être délétère pour le vécu de la personne, en fait. Hein, vraiment. Et oui, c'était se réapproprier, c'est ça, tu disais, c'était le mot qui me venait aussi, c'est se réapproprier aussi son histoire avec un regard différent suite à ce qui s'est passé. Et par rapport au regard, je pense à la fleur walnut, tu sais, quand on est dans cette hypersensibilité et qui va justement nous affecter et nous bouleverser et dont on va être certainement aussi les victimes dans ces moments-là. Je suis en train de la chercher, la fleur. C'est la fleur du noyer, walnut. Ce qui ne veut pas dire qu'on pourra continuer à nous regarder comme ça et que ça ne nous fera rien, certainement pas. Mais de ce fait-là, peut-être qu'on sera plus aussi, encore une fois, dans notre propre pouvoir aussi pour poser des limites en disant, écoutez, s'il vous plaît,
Redis Walnut, Alors la fleur ce que c'est comme Walnut, elle nous propriété. parle, donc c'est la fleur du noyer, et elle nous parle de cette capacité d'être protégée. Alors Bach qui parle des influences et des idées, et aussi exactement. Comme si on Parce refaisait que dans notre ces bulle intérieure, c'est ça? on est Voilà. vulnérable. Alors, ça peut être sensoriel, hein, ça peut être Ouais, c'est olfactif, ça. visuel, la lumière, tout ce que tu veux. Mais ça peut être aussi des sons, des phrases qu'on a entendues et qui vont avoir aussi un impact et comme des formes d'injonctions qui seront sur nous et dont on va se rendre, comment dire, on va les prendre comme des faits acquis, si tu veux. Et ça va nous impacter. Et ça va nous. Souvent, on parle aussi d'influençabilité parce qu'on peut être influencé par ses regards, par ses mots, tu vois, par ses ambiances. Oui, puis d'une personne à l'autre, ça va être complètement différent. Tu vois, moi, la dernière fois, j'ai une patiente qui m'a dit que elle faisait elle avait fait du chant prénatal et quand elle est arrivée à la maternité, elle continuait à faire du son et tout ça. Et la sage-femme lui a dit textuellement arrêtez de faire du bruit, madame, c'est pas bon pour votre enfant. Super. Donc la dame aurait très bien pu se la boucler et puis ruminer pendant tout le travail et ça aurait été la cata. Au final, elle a fini par lui dire non mais madame, j'ai fait du chant prénatal, si j'ai envie de chanter, laissez-moi chanter. C'est ça qui est important. Alors c'est vrai que à la fin de l'accouchement, c'est pas l'opéra, hein, c'est plutôt la voyelle syndicale et les watts qui réveillent la maternité entière. Mais on sait très bien que c'est cathartique et que ça va aider l'ouverture de la bouche et la libération du son va aider l'ouverture du périnée et une physiologie qui va se faire par effet réflexe au niveau de si les deux de organes la se femme répondaient et de son périnée. et pulsaient en même temps. Hein, et fonctionnaient en synchrone, tu vois. C'est la même origine embryonnaire. La bouche du haut, la bouche du bas, on dit souvent dans certaines traditions. Et du coup, hein c'est la dame qui pour écoutait qui aurait eu besoin de Walnut pour ne pas être impactée par les sons. Ouais. Ah, on va distribuer du walnut dans les maternités, tu veux dire. Peut-être que c'est une bonne idée, ça. Ça pourrait être, tu sais, ça pourrait être un thème de stage où on pourrait dire aussi quelles sont les ressources pour le personnel soignant pour arriver à... Parce que c'est quand même un travail qui est juste énorme, ce qu'elles font, mes collègues à la maternité. Des fois, je suis un peu dure hein, parce que j'ai beaucoup de retours négatifs. Parce que les retours positifs, bah, c'est facile. Ça n'a pas besoin de se travailler. Donc, quand elles viennent me voir, c'est souvent qu'il y a eu un problème. Exceptionnel. Mais elles font un travail fantastique. Moi, j'ai des collègues à la maternité qui se démènent pour les mamans, pour respecter leur projet de naissance, pour les aider à aller jusqu'au bout, qui vraiment mettent une énergie de fou pour pouvoir vraiment accompagner les couples dans leurs désirs et dans leurs envies. Donc voilà, c'est vraiment important de pouvoir tu vois le commentaire d'Émilie. Hein, alors il y a Émilie. Ouais. Alors c'est sûr qu'il y a manière et manière hein, par rapport à l'utilisation du son au moment de l'accouchement. Et puis, il va y avoir aussi une différence par rapport à qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le début du travail ou la fin du travail? C'est sûr que tu peux pas être dans l'expression en permanence. Mais encore que si c'est ton mode de fonctionnement, bah, il faut accepter aussi que ce soit ça, même si c'est pas facile pour la sage-femme. Tant pis, elle, ça lui fera une garde où c'est compliqué. Toi, ça te fera toute la vie de j'ai fait ce que je voulais pour mon bébé. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu le jeu. Hein, voilà, c'est clair que c'est pas simple. Après, il y a une forme aussi de si t'es pas au bon endroit avec le son. Il n'est pas question d'utiliser le son comme quelque chose qui va remplir de l'espace. C'est vraiment le son utile. Tu vas pas te perdre ou perdre de l'énergie. Le son utile, il va faire avancer ton travail. Mais c'est vrai que plusieurs fois, ça m'est arrivé d'arriver en cours de travail
où je voyais les femmes qui faisaient du son et elles ne s'étaient pas branchées à l'intérieur du corps. Donc là, il a fallu les rebrancher au bon niveau, plus grave, moins, on va dire, moins disperser le son, vraiment plus canalisé. Donc, c'est un outil et il faut l'utiliser à bon escient. C'est vrai que si ça part dans tous les sens, si la sage-femme, elle n'est pas habituée, elle va pas savoir te canaliser pour t'aider à justement pas perdre d'énergie. Donc, elle va souvent proposer tais-toi parce que elle voit qu'il y a quelque chose qui est pas calé, mais elle n'a pas la connaissance pour t'aiguiller vers quelque chose de plus clair, quoi. Hein. Alors, c'est clair que si la maman peut plus chanter ou a plus la force de chanter, moi j'ai des femmes qui ont aussi proposé à leurs hommes de les accompagner et la voix grave du mari dans le bassin ou dans le ventre, ça va aussi libérer beaucoup le corps de la douleur. Parce que la voix du papa, ça peut vraiment faire comme un fil électrique. Qui va guider aussi. Qui va noyer l'information douloureuse. Tu vois, l'information douloureuse, c'est un fil. Et l'information vibratoire que le papa va faire, ça va vraiment saturer son système. Et ça va l'aider à justement pas vivre ça comme quelque chose qui va les terrasser, mais au contraire rester dans l'accompagnement des contractions. Parce qu'il y en a aussi des femmes, tu vois, qui peuvent vivre l'accouchement comme une trahison, comme un abus de elle-même à elle-même, tu vois, en disant mais moi mon corps il m'a fait trop mal, c'est vraiment pas juste, quoi. Je comprends pas pourquoi. Je pensais que ça allait être comme une femme. Je me souviens d'une femme qui avait l'habitude de faire du sport à haut niveau et qui disait mais enfin d'habitude je gère mon effort et là c'est parce que c'est un autre niveau de conscience. T'es pas dans je gère, t'es dans je me jette dans le vide et j'ai pas de parachute. Donc c'est ça. Quantique, et à chaque grossesse c'est différent. Et à chaque grossesse tu dis mais pourquoi en fait. Mais pourquoi? Mais oui, mais là, tu n'as pas le choix, maintenant, il faut y aller, tu vois. Et alors, oui, la voix de l'homme qui guide, ouais. C'est aussi, comme tu parles de ce fil conducteur, mais c'est la perception que j'en ai au moment où tu en parles, mais d'avoir ce son-là, c'est aussi quelque chose aussi sur lequel tu peux te réappuyer pour éviter de partir en cacahuète, pour pas dire un autre mot. Et du coup, tu te synchronises aussi sur ce son-là pour ne pas perdre le fil de toi, en fait. Et donc, ça te recentre aussi et ça te permet d'être sécurisé. Voilà, si tant est que ça se passe bien avec ton chéri et que tu sois en phase aussi, parce que ça peut être très pénible aussi. Mais, oui, non, mais voilà, tu vois, s'il y a des choses qui se rejouent là, à ce niveau-là, il vaut mieux. Ouais. Et oui, c'est compliqué. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut le travailler tout le temps. Et dans les moments de crise, dans les moments de douleur, c'est là où justement on peut penser qu'il y a abus, mais il y a un abus parce que ça doit sortir et que l'autre n'est que le catalyseur là pour nous dire regarde, tu n'es pas guéri et tu as besoin de te soigner. J'aime dire vive les abus, c'est un peu abusé de parler comme ça, mais d'une certaine façon, il y a quelque chose là qui nous parle de cette guérison potentielle et dont on a besoin de ne pas faire l'économie pour évoluer, grandir et nous débarrasser, nous délester, et d'autant plus quand nous sommes parents, pour éviter aussi de transmettre ces traumatismes-là aussi à nos propres enfants. Ouais, c'est clair. Ça, c'est sûr hein, que ça va être vraiment important de pouvoir s'affranchir de tout ce qui peut peser sur les générations futures. Ils auront déjà pas mal de trucs à gérer. Donc, le fait de pouvoir apprendre ensemble le consentement et apprendre ensemble à s'écouter, à se tolérer, vraiment, ça se rejoue après dans toutes les situations. Tu vois, vraiment, moi, j'étais en stage, par exemple, ce week-end. Tu vois, c'était un stage magnifique en piscine qui est un peu ouvert à pas mal de monde. Et ben, le positionnement sur ne pas imposer quoi que ce soit dans le travail thérapeutique, il est vraiment toujours, on est vraiment toujours à la limite et on est toujours obligé de se réajuster en fonction de comment est l'autre.
Et j'étais vraiment très contente d'avoir travaillé sur moi avant pour pouvoir guider cette session de stage en restant, tu sais, sur ma ligne de pouvoir ne rien prendre pour moi et d'arriver à vraiment laisser la personne s'ouvrir et en même temps d'être à ma juste place pour dire ok, ben là en fait elle a été victime d'abus, c'est important d'être à une place solide pour pouvoir lui permettre de justement euh, ne pas ne pas reproduire ça. Et donc à certains moments dire bah là stop parce que là ça gêne le groupe donc on va passer par autre chose et en même temps à certains moments de l'accompagner et de voir aussi comment En ça a écho, fait réagir bien sûr. d'autres personnes. Voilà, c'est ça. Donc c'est génial le travail de groupe pour ça parce que ça permet mais ça travaille ça veut dire qu'on en a besoin tout le temps de pouvoir se guérir des abus parce que dans la vie au quotidien, des gens qui vont abuser, il y en aura partout. Et ce qui est important, c'est d'éveiller la conscience sur le regard du qu'est-ce que je suis en train de rejouer là, qu'est-ce qui se passe en moi. Et d'avoir cette forme de clarté, de discernement. Alors, c'est difficile de s'élever de la situation quand on est dedans. Et c'est là tout l'art de la maïotique aussi, tu vois, de s'accoucher de soi-même. Non, mais c'est complètement ça. Bah ouais, et de savoir une posture aussi qui est extrêmement élargie du jeu qui parle avec les autres, hein, du jeu JE, mais du jeu JEU aussi, ou des jeux qui se reproduisent en fait devant cette scène. Qu'est-ce que je suis en train de rejouer finalement? Parce que on est tout le temps en train de jouer dans nos mécanismes de souffrance perpétuelle et on rejoue le même abus sous différents aspects de nos vies en permanence. Hier, je termine une consultation avec une cliente et elle me bon voilà, bye bye, au revoir et tout. 2-3 heures après, elle commence à m'envoyer des textos pour me rappeler des choses. Et à un moment donné, j'ai coupé, je lui dis, tu rejoues ton scénario. Et là, elle était en stress, tu vois. De quoi tu me parles? J'ai dit, relis tes notes. Ça a été fini. C'est de la permanence, en fait. On est tout le temps en boucle. Tant qu'on n'a pas compris, ça se répète. Et c'est le jeu magnifique de la vie aussi, hein, parce qu'on est là pour évoluer, pour grandir. Ça, c'est Chestnut Bud, c'est la répétition des mêmes, ce qu'on appelle les mêmes erreurs, mais c'est pas des erreurs, c'est des mêmes non-prises de conscience, en fait. Hein. Schéma. C'est des choses qui... Je sais pas, est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent témoigner sur leur reconstruction d'abus ou qui ont des questions par rapport à justement qu'est-ce que ça peut venir, on va dire, signifier que soit qu'on soit dans cette boucle-là où tu sais, des fois on voit qu'il y a un abus, on voit mais on n'arrive pas à s'en sortir et il y a toujours une proposition, enfin la vie te repropose toujours la même soupe quoi, tu vois, et mais parce qu'on est comme ça, là j'ai pas compris on avance truc, comme ça tout le temps. Donc quand tu avances comme ça, tu peux pas voir clair, c'est pas possible, c'est impossible. C'est pour ça c'est important d'aller comprendre ce qui se passe, ces mécanismes-là. Et des fois, on n'a pas la capacité de cette identification-là. En tout cas, toute seule, c'est vraiment trop compliqué. C'est vraiment. On a besoin d'être confronté. Tu peux avoir des révélations, mais c'est vrai que c'est vraiment plus. Parce que c'est douloureux, donc voilà, forcément, c'est difficile parce que ça occasionne. Voilà, ça veut dire lâcher des choses, ça veut dire être honnête aussi avec soi-même. Et c'est très compliqué d'être honnête avec soi-même. Et c'est pas une injonction et c'est pas une culpabilité que je lance là. Je me parle aussi à travers ça. Avoir cette clarté d'esprit, cette honnêteté vis-à-vis de soi, de ce qu'il se joue là. Il faut avoir ce courage aussi d'être dans cette authenticité-là. Super. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, qui ont envie d'élaborer plus sur un côté ou un autre. Nous, est-ce qu'on a fixé le prochain thème de notre... Attends, normalement, tu dois me répondre avec Delphine déjà pour les prochaines dates, je crois. Attends. Ouais. Oui, alors ça, c'est en cours. Je suis en train de regarder sur mon agenda.
Je vais te dire ça, hein, Elisa. Je ne sais pas. Sinon, si vous avez des Ouais. idées de thèmes, vous pouvez aussi nous en proposer pour qu'on puisse Ah oui, tu voulais répondre à refaire un point vos... sur la PMA. Et c'est ce qu'on fera en avril. Ah oui, c'est ça. On va faire la fertilité la prochaine fois. Ouais, parce qu'on avait fait un live qui n'avait pas du tout marché. Donc c'est bizarre parce que je suis toujours au même endroit, moi, C'est très quasiment. Et étrange. des fois, ça Ouais. marche très bien, des fois, Ouais, ça ouais. marche pas. Ouais, voilà. Donc, en tout cas, Merci, merci, Elisa. Nathalie, pour ce Bah, ouais, live. comme d'hab. C'était trop bien. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, si vous avez des questions, bah, vous pouvez les poser en commentaire et on essaiera d'y répondre Avec par joie. la Et du coup, tu suite. vas m'envoyer en message privé les coordonnées de cette personne. Voilà. Les coordonnées, exactement. Vous pourrez trouver les coordonnées des personnes spécialisées. Je vous mettrai aussi quelques personnes en énergétique et aussi en travail à distance. Un peu comme toi. Complètement. Toi, tu peux travailler aussi à distance Pour l'émotionnel, sur pour analyse, l'émotionnel. voilà, Donc, thérapie de la vie ça marche très intra-utérine bien. et des mémoires Ouais. prénatales, et puis les fleurs de bac aussi. Moi, je peux pas Oh, tu travailler à fais distance. Hein, t'as beaucoup de vu? choses déjà à distance, toi. Il y a beaucoup de choses qui passent. Ouais, ouais. Mais par contre, je suis en train d'essayer Les de faire ateliers, deux j'ai choses en ce vu. moment. C'est, je suis en train de faire un projet de chant pour le travail sur sa propre créativité avec un musicien. Et la deuxième chose, c'est que je vais faire aussi des ateliers pour les ostéos. T'as vu, hein donc voilà, ça va encore être une autre aventure, ça. Donc j'ai hâte Ouais, et de pouvoir voir ce ça que ça commence donne. bientôt, là, Allez, les ben, ateliers. Ouais. ouais, Et nous, on se les retrouve ateliers, au ça mois commence d'octobre en bientôt. présentiel dans ton cabinet à Lyon pour la formation fleurs Ouais, de bac et périnatalité. ouais. Faudrait Ouais, peut-être qu'on fasse une on petite va faire vidéo ça. On va faire de ça. présentation On va se d'ailleurs. faire un petit. Hein, on va vous Ouais, faire ça pour vous faire très un bonne petit idée. peu un petit Ouais, teaser on va bien s'organiser un truc placé. comme ça, avec Voilà. plaisir. Bonne soirée, à Allez, bientôt. à bientôt ma Ciao. chérie. Merci à tous. Au revoir.